Qu'est-ce que la technologie? La technologie, c'est l'ensemble des outils que l'être humain a conçus afin de faciliter son interaction avec le monde. Mais pour nous, il s'agit d'une véritable passion. Bienvenue à Techno-Évolution. Aujourd'hui, à Techno-Évolution, on s'intéresse à l'utilisation des technologies à travers différents domaines, son évolution, ainsi que différents impacts qu'elle peut engendrer. Pour commencer, transportons-nous dans l'univers de l'enseignement, là où un expert nous attend et nous renseignera sur l'utilité de la technologie à travers son domaine. L'éducation au Québec est un droit dont tout le monde peut jouir. Seulement, ce n'est pas tout le monde qui a eu le droit à la même méthode d'éducation. De génération en génération, les méthodes d'enseignement ont dû se modifier dû à plusieurs raisons. Des nouvelles réformes, des nouvelles matières, ainsi que l'apparition de nouvelles technologies. En effet, l'apparition de ces nouvelles technologies pousse l'enseignement à changer sa façon de faire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la technologie dans le domaine de l'enseignement? On parle ici du branchement sur le réseau Internet et de la numérisation du contenu, par exemple au niveau des textes, de l'image et du son. Aussi, à l'intérieur d'un établissement scolaire, on peut être branché sur un réseau intranet qui va favoriser la circulation de l'information, de la communication ainsi que de la collaboration en temps réel ou en temps différé par voie électronique. La révolution actuelle des technologies de l'information et de la communication n'est en marche que depuis 1994 et des penseurs au Québec, tels Pierre Lévy et Jean-Claude Guédon, affirment qu'avec l'avènement de ces phénomènes s'amorce une révolution qui sera aussi importante que celle qui a été l'invention de l'écriture. Le Québec a, depuis quelques années déjà, pris conscience de la pénétration de l'informatique dans la société et de son insertion possible dans le milieu scolaire. Une vague d'informatisation au début des années 80 peut être mentionnée pour situer l'ouverture de l'État face à un phénomène en émergence. Ce n'est qu'en 1996, soit 2 ans après le rapport du Conseil sur le sujet, qu'une volonté gouvernementale s'est clairement manifestée à cet égard en éducation et se poursuit encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la technologie permet à l'apprentissage? C'est la possibilité de trouver une information instantanément ou presque sur tout ou sur n'importe quoi, de communiquer, d'interagir et de collaborer sans contrainte de temps ou d'espace avec toute autre personne susceptible d'apporter des réponses ou des explications à un questionnement. C'est la possibilité d'apprendre en tout temps et en tout lieu, et encore plusieurs autres. La présence de ces technologies en milieu scolaire est certainement un atout. Cependant, elle conduit à des enjeux dont on ne doit pas ignorer les conséquences. Au Québec, c'est notre langue et notre culture qui pourraient en être touchées. La communauté francophone aura de la misère à rivaliser avec le trop grand nombre de produits offerts qui nourrissent la culture américaine. Aussi, on pourrait commencer à songer jusqu'où l'informatique sera-t-il capable d'instruire, avec de plus en plus de cours à distance, ainsi que de plus en plus de façons d'apprendre avec l'Internet. On peut commencer à penser à l'avenir des professeurs. Vont-ils se faire remplacer par une machine? Heureusement, nous n'en sommes pas encore rendus là. Jusqu'à présent, la technologie n'est qu'un outil favorisant l'enseignement et l'apprentissage. Cependant, elle peut conduire à des conséquences dont on doit tenir compte et aussi, nous devons être capables de s'ajuster à elle, car ce n'est pas elle qui va s'ajuster à nous. Dans le prochain segment, nous nous intéressons aux avancées technologiques qui permettent la recherche de la vie dans l'univers ainsi qu'aux impacts que la découverte de celle-ci pourrait avoir. La vie. Un phénomène qui, selon nos connaissances présentes, est exclusif à la Terre. Avant la découverte de la première exoplanète, en 1998, plusieurs auraient attribué une rareté analogue au phénomène de formation planétaire. Aujourd'hui, nous dénombrons près de 800 planètes extrasolaires confirmées, dont une fraction non négligeable orbite dans la zone considérée comme habitable de leur étoile. Nous pouvons alors nous demander si la vie s'y serait développée. Dans l'espoir de répondre à cette question, nous avons développé des outils nous permettant de repousser les limites de l'exploration spatiale. Mars,
qui est l'objet de fascination le plus longtemps, est exploré toujours plus en profondeur avec, entre autres, l'arrivée du Mars Science Laboratory. Ce rover nous offre le luxe d'un laboratoire chimique directement sur la surface de la planète. La découverte de traces de vie sur la planète rouge donnerait du poids à la théorie de la panspermie, théorie avançant la possibilité du transfert de la vie d'une planète à une autre par l'entremise de météorites. Aussi, le futur télescope spatial, le James Webb Space Telescope. 2.75 times the diameter of Hubble's primary mirror. Microshutters, wavefront sensing and control subsystem, 12 by 18 meter, 5-layer captain-based sunshield. The Webb Telescope Nous permettra lors de sa mise en orbite en 2018 d'étudier l'atmosphère des exoplanètes par spectroscopie et peut-être de détecter des traces de vie. La découverte potentielle d'une forme de vie extraterrestre amènera bien sûr son lot de questions philosophiques et éthiques. Afin de nous aider à répondre à ces questions, j'ai réalisé une entrevue avec Alexandre Simard, professeur de philosophie au Collège Lionel Groulx. Ses réponses, sans être représentatives de tous les points de vue sur le sujet, pourront nous aider à éclaircir certains aspects de comment est-ce que l'humain pourrait se représenter et se concevoir dans un univers où il ne serait plus seul. Dans l'éventualité de la découverte d'une intelligence extraterrestre, la raison ne serait plus exclusive à l'homme. Comment réagir face à la découverte de notre égal, peut-être même de notre supérieur? Le vrai problème, c'est pas tant de découvrir une autre raison, parce que ça, c'est quelque chose qui a déjà été pris en compte par la philosophie, l'existence de d'autres êtres raisonnables. C'est déjà une hypothèse qui existe. Ça va être le problème de la reconnaissance qui va être important. D'un point de vue éthique, est-ce que les intérêts humains auraient préséance sur ceux de l'intelligence autre, extérieure au domaine terrestre? Il faut comprendre que dans l'éthique moderne, il y a trois courants. Donc, il y a trois réponses possibles. La première, ce serait celle reliée à l'éthique conséquentialiste qui va calculer les conséquences, avantages et inconvénients, habituellement calculées sous forme de plaisir-douleur, que cela aurait sur l'intelligence extérieure. Tant aussi longtemps que le plaisir est plus grand que la douleur causée à la race extraterrestre, l'humain aurait des droits de colonisation. La deuxième réponse, c'est par rapport à l'éthique déontologique dans laquelle il faut respecter des devoirs. Il faut donc respecter toute intelligence. Et de ce fait-là, il faudrait respecter la race extraterrestre. La troisième éthique, c'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus, dans laquelle c'est les qualités morales de l'agent qui sont en compte. Dans cette éthique-là, ça serait alors, est-ce que le colonisateur va être généreux envers les colonisés ou est-ce qu'il va être efficace? Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc, il n'y a pas de réponse simple à cette question-là. Est-ce qu'une vie simple, microbienne ou bactériologique, devrait se voir attribuer des droits sur sa planète d'origine? Étant donné que sur Terre même, on ne leur donne pas de droit, il est très surprenant de penser qu'on va leur donner un droit sur leur planète d'origine. Par contre, il est probable qu'on ait un devoir de préservation et d'étude de la vie microbienne et bactériologique sur d'autres planètes afin de la connaître et de l'identifier. Dans l'éventualité où la création de la vie serait une partie intégrante de notre univers, un processus engendré par la recherche de systèmes toujours de plus en plus complexes, comment est-ce qu'on pourrait percevoir notre place dans celle-ci? C'est une hypothèse qui existe déjà en philosophie, on appelle ça le principe anthropique. Selon le principe anthropique, le but de la complexification de la vie et des systèmes est de créer une vie de toujours de plus en plus globale. Alors on pourrait facilement penser que si la vie apparaît dans plusieurs planètes, le but serait comme d'amener cette vie-là, ce contact, et créer une civilisation à l'échelle de la galaxie. Dans le cas contraire, nous serions une anomalie vivant dans un univers autrement plus hostile à la vie. Comment pourrions-nous interpréter notre présence? Dans l'éventualité où il serait confirmé que la vie est extrêmement rare, on peut imaginer qu'on aurait alors un devoir de préserver, de conserver la vie, ce qui changerait beaucoup notre approche probablement envers l'écologie, les autres races, les microbes, et ainsi de suite, et nous-mêmes, bien entendu. Il est donc évident que la confirmation d'une vie extraterrestre serait une découverte exceptionnelle. Toutefois, elle nous obligera certainement à reconsidérer certains aspects de nos sociétés humaines. Maintenant, dirigeons-nous du côté de la force de l'ordre.
Un spécialiste nous y attend pour nous renseigner sur les avancées technologiques dans le domaine policier. Bonjour, mon nom est Francis Jardin et je vais vous présenter les nouvelles technologies au service de la police. Depuis des centaines d'années, des gens sont engagés pour protéger les sociétés et pour aider les citoyens en cas de besoin. Ces personnes, que nous appelons désormais des policiers, mettent leur vie en danger pour leur travail. Or, ils sont très bien entraînés et bien équipés, d'autant plus de nos jours avec les nouvelles technologies à leur service. Dans l'ancien temps, avant l'arrivée des armes à feu et des grandes avancées technologiques, les personnes chargées de veiller sur une région étaient seulement équipées d'un cheval pour se déplacer et d'une épée pour se défendre. Outre cela, ils ne possédaient rien pour se protéger, ce qui était très dangereux vu le fait que les malfaiteurs pouvaient eux aussi disposer du même arsenal. Ensuite, avec l'arrivée des armes à feu et de l'automobile, les agents de la paix ont pu voir les risques qu'ils couraient diminuer et leur efficacité s'accroître. Grâce à cela, ils peuvent désormais blesser ou bien tuer les malfaiteurs sans les approcher, ce qui est beaucoup plus sécuritaire. Le problème est que l'utilisation d'une arme à feu est dangereuse et irréversible. En effet, elle peut causer beaucoup de dommages et parfois des dommages que l'on n'espérait point. Une balle tirée dans la mauvaise direction pourrait atteindre une personne non concernée et la tuer, ou bien atteindre des biens matériaux et les détruire sans que cela soit nécessaire. Depuis quelques années, un tout nouveau type d'arme est arrivé dans l'arsenal des policiers. Ce sont les armes non létales qui visent à mettre temporairement hors d'état de nuire les malfaiteurs et ce sans les tuer ou les blesser, tout en limitant les dommages collatéraux. Dans la catégorie d'armes non létales, il y a tout d'abord le poivre de Cayenne. Contenu dans une bonbonne sous pression, les policiers peuvent en asperger les malfaiteurs, ce qui leur brûle les yeux et leur donne la difficulté à respirer. Cela les empêche donc de continuer leur infraction et ensuite les policiers peuvent les arrêter. Comme arme non létale plus radicale, les policiers sont aussi équipés de pistolets à impulsion électrique, ceux que l'on appelle taser. Ces pistolets sont munis de 2 dards reliés à des fils électriques qui, au moment où l'on pèse sur la gâchette, sont projetés dans le sens où on tire pour aller se loger sous l'épiderme du malfaiteur. Ensuite, les 2 dards envoient des impulsions électriques, ce qui a pour effet de paralyser celui qui est atteint. Donc, il ne peut plus nuire au maintien de la paix. Aussi, il y a les fusils à balles de caoutchouc. Ils fonctionnent comme des vrais fusils, avec de la poudre à canon, mais à la place de tirer des vraies balles de métal qui peuvent tuer, ils tirent des balles en caoutchouc qui font seulement que blesser et ralentir ceux qui sont visés. Il existe plusieurs calibres de fusils à balles de caoutchouc, tout comme les vrais. Si c'est pour qu'une seule personne, les policiers auront plus tendance à utiliser un fusil tirant qu'une grosse balle à la fois. Mais si c'est pour une émeute, ils utiliseront de multiples petites balles pour atteindre tous les malfaiteurs à la fois. Désormais, il est possible pour eux d'intégrer du poivre de Cayenne à l'intérieur de ces balles, ce qui aura pour effet de faire fuir encore plus les malfaiteurs, car ils auront de la misère à respirer et leurs yeux brûleront. Bref, l'évolution des technologies est très utile pour les forces policières, car cela facilite leur travail et les aide à obtenir des résultats concluants, tout en évitant de causer plus de problèmes qu'il y en a déjà. Maintenant, intéressons-nous à l'automatisation des centres de distribution. Un sujet bien complexe, mais bien expliqué par notre spécialiste. Bonjour, ici Eric Turson concernant un grand avancement technologique dans le monde de la logistique du transport, le centre de distribution automatisé. Le centre de distribution en tant que tel est un élément crucial dans notre société. Par exemple, il joue un rôle très important dans l'acheminement de vos produits favoris jusque dans vos magasins favoris. C'est pour cette raison que les avancements technologiques avec l'automatisation de ces centres de distribution vont apporter un impact positif dans ce domaine. Quand je parle d'impact positif dans le domaine dû à l'instauration des centres de distribution automatisés, je parle de la précision ainsi que l'exactitude des commandes. On parle aussi d'une réduction des coûts d'opération. Cependant, il y a aussi des effets néfastes apportés par l'instauration de l'automatisation de ces centres de distribution-là. Je parle notamment de grandes pertes d'emplois. Au Québec, présentement, il n'y a aucun centre de distribution sur pied. Le premier centre de distribution automatisé va être mis sur pied à la fin de l'été 2013. Il va être opéré par le géant alimentaire Sobeys. Le centre de distribution va être situé tout près de l'autoroute 640 à Terrebonne. Le centre de distribution automatisé ainsi que son prédécesseur, le centre de distribution régulé, emploie totalement les mêmes bases.
Cependant, on note quelques différences, notamment à l'utilisation de la main-d'œuvre ainsi que la machinerie requise. C'est beaucoup plus dans le déplacement de la marchandise dans le centre de distribution qu'on va voir des différences. Par exemple, les chariots élévateurs dans le centre de distribution régulier sont vraiment nécessaires. C'est vraiment eux qui vont bouger la marchandise du centre de distribution des étagères jusque dans le fond des camions. Avec l'automatisation des centres de distribution, le chariot élévateur devient donc désuet. On voit aussi notamment quelques améliorations du point de vue technologique. Par exemple, à la SAC, Société des alcools du Québec, qui possède un entrepôt de distribution à Montréal, pourrait bénéficier grandement de cet avancement technologique. Par exemple, certains commis sont engagés à titre de commis à l'étiquetage qui doivent étiqueter bouteille par bouteille, ce qui prend beaucoup de temps. Tout ceci pourrait être amélioré et fait beaucoup plus rapidement. On pourrait donc étiqueter beaucoup plus de bouteilles à l'heure que le fait présentement les 30 commis qui sont employés par la SAC. Il y a tout de même beaucoup de ressemblances entre les deux, notamment du côté du stockage qui demeure totalement inchangé. C'est beaucoup plus dans la manière de déplacer la marchandise au sein du centre de distribution que l'automatisation des centres de distribution va ainsi se démarquer de son prédécesseur. Cette innovation du point de vue technologique révolutionne totalement le monde de la logistique du transport en accélérant et en rendant plus précis ces centres de distribution qui jouent déjà un rôle crucial dans ce domaine. La technologie est déjà présente dans les centres de distribution actuels. Cependant, avec cette révolution, c'est donc une domination totale de la technologie. Le centre de distribution automatisé, plus précisément, est le jumelage de programmes informatiques complexes avec des installations robotisées avancées. Le centre de distribution automatisé aura donc besoin d'un système informatique principal pour gérer l'ensemble du centre de distribution. Par exemple, la compagnie Witron, qui est en train de construire notre premier centre de distribution québécois, le centre de distribution de Sobeys, utilise le OPM, qui est le Order Picking Machinery, comme système informatique principal qui va ainsi gérer l'ensemble du centre de distribution. Cependant, ce système principal-là a besoin de sous-systèmes pour gérer différentes sections du centre de distribution et du mouvement des marchandises à travers celui-ci. Par la suite, ce système informatique principal va devoir relier sur des sous-systèmes, comme le COM, le Case Order Machine, qui va s'assurer d'assembler les différentes commandes d'une précision parfaite. Par la suite, la commande va être livrée sur une palette qui va être gérée par un autre sous-système. On a donc beaucoup de sous-systèmes qui sont gérés par le système informatique principal pour gérer parfaitement le centre de distribution. Avec le jumelage de tous ces systèmes informatiques-là, on parle donc de commandes précises à tout coup. De plus, le temps de chargement ainsi que de déchargement des camions est grandement réduit parce que le système s'assure d'aligner parfaitement la marchandise sur les palettes. L'automatisation des centres de distribution apporte donc des impacts considérables dans le domaine. Dans le cadre de ce travail, j'ai dû réaliser une entrevue que j'ai faite avec M. Turcotte, technicien en logistique distribution chez Olimel à Boucherville, un autre géant alimentaire québécois. Ce qui m'a frappé, c'est que M. Turcotte me parle de 2 points négatifs récurrents quant au centre de distribution automatisé. Le premier, c'est la grosse perte d'emploi qu'on ressent présentement au Québec parce que le géant alimentaire Sobeys est en train de déplacer son centre de distribution régulier par un centre de distribution automatisé à Terrebonne. Donc, il y a une grande perte d'emploi qui est engendrée par ceci. Le deuxième point négatif que M. Turcotte insistait, c'est vraiment l'incertitude quant à cette technologie au long terme. On nous promet des beaux chiffres, on nous promet une réduction des coûts d'opération, mais est-ce qu'au long terme, vraiment, les coûts vont être réduits? Pour conclure, le centre de distribution automatisé possède des aspects positifs considérables, comme l'augmentation de sa rapidité. Cependant, il possède aussi des aspects négatifs qui sont eux aussi malheureusement considérables, comme des grosses pertes d'emplois qui sont engendrées par le remplacement de la main-d'œuvre humaine par la robotisation de la chaîne. En conclusion, le centre de distribution automatisé apporte des aspects positifs considérables dans le domaine, comme l'augmentation de la précision et de la rapidité des centres de distribution. Cependant, il y a aussi des effets négatifs considérables, comme des grandes pertes d'emplois qui sont engendrées par l'automatisation de ces centres de distribution-là. Seul le futur pourra nous le dire si vraiment l'automatisation des centres de distribution est une bonne option. Pour terminer, apprenons en plus sur les avancées technologiques dans le milieu ouvrier ainsi que sur la modernisation des usines. Donc, ici Jeffrey Cousineau pour vous parler de l'automatisation industrielle. Depuis l'existence des usines et de l'arrivée des chaînes de montage, la vitesse d'exécution d'une tâche par rapport au coût et au temps est un point culminant qui dirige toute une production. Avec l'arrivée de l'automatisation, c'est une nouvelle perspective que nous imposons dans ce monde. Donc, nous aborderons la naissance de cette nouvelle avancée technologique. Nous verrons également les différentes techniques qui sont dans le monde de l'automatisation. Et finalement, nous aborderons les impacts sociaux qui ont affecté ce monde.
Donc, commençons par le commencement. L'automatisation est apparue suite à la révolution industrielle qui a amené beaucoup de recherches au niveau de la technologie et qui a amené également beaucoup de découvertes scientifiques. C'était un tournant qui était de plus en plus adopté car il permettait d'améliorer l'efficacité des usines et ainsi de réduire les multiples erreurs pouvant être commises par l'homme. Cette technologie s'imposa beaucoup dans les secteurs de la nourriture, également dans les chaînes de montage comme les usines automobiles ou également dans les postes de péage qui sont une technologie un peu plus récente aujourd'hui. Je vais donc vous présenter plus en détail en quoi consiste l'automatisation ainsi que les différentes méthodes et outils à la disposition afin de faciliter le travail. Donc, tout d'abord, commençons par une comparaison entre l'être humain et la machine. Donc, un être humain est composé de 5 sens, soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Donc, le but de l'automatisation est de transmettre ces 5 sens dans les robots à l'aide de différents capteurs. Donc, le robot va pouvoir ainsi analyser le contenu d'un objet et prendre une décision selon la tâche qu'il a à accomplir. Plusieurs types d'outils sont donc disponibles afin de convenir aux différents besoins d'une entreprise. Nous avons tout d'abord le simple convoyeur qui ne fait que déplacer des objets d'un point à l'autre, donc souvent entre 2 étapes de transformation. Ensuite, nous avons le bras robotisé qui, selon le modèle, peut être très précis ou très rapide, qui peut aller chercher un objet ou effectuer d'autres tâches comme des soudures ou de la peinture. De plus, il y a la caméra qui est grandement utilisée pour le traitement d'image et dont l'utilisation est faite par exemple dans une usine de nourriture où l'on doit analyser un aliment s'il comporte des défauts. La caméra peut donc prendre une image d'un ensemble et analyser ensuite les détails de chaque objet pour ensuite envoyer les informations au bras robotisé qui retirera le produit non conforme. En plus de reproduire les capacités humaines, le robot peut aller au-delà et c'est dans ce cas-ci que ça devient avantageux. Donc, il peut être plus rapide, il peut également analyser les objets au moyen du traitement image. Donc, bien que l'automatisation permettait de simplifier le métier et la vie d'un ouvrier, qui, disons-le, effectuait auparavant un travail à la chaîne pénible et répétitif, cette technologie était sujette à controverse, car elle menaçait beaucoup de métiers ouvriers dans le temps. Donc, la machine est venue remplacer l'homme et cela a affecté beaucoup d'emplois lors de son apparition, mais dans nos temps modernes aujourd'hui, on a développé de nouveaux métiers en rapport à cette technologie, soit dans le secteur de la maintenance, dans les techniciens et dans les ingénieurs. L'automatisation permet plutôt de simplifier une tâche. Elle permet également d'avoir un environnement de travail plus sécuritaire et plus adéquat pour l'ouvrier. Un autre point abordé est la déshumanisation du travail. L'extrapolation est souvent utilisée dans ce contexte où l'on prend la situation et essaie de déduire ce qui arrivera plus tard. Certaines personnes estiment que justement plus tard, les hommes ne travailleront plus et seront à la merci des robots qui effectueront les différentes tâches. On se questionne donc sur l'autonomie de l'homme et de son éducation future. Mais seul le futur nous répondra à cette question. La technologie a donc beaucoup d'impact sur notre vie et parfois on se questionne sur le réel aspect positif de cette dernière. L'automatisation a franchi un grand bond dans le domaine de la technologie et a plusieurs applications qui sont très bénéfiques. Car à la base, une nouvelle technologie apporte en général une simplification d'une tâche ou une nouvelle manière de voir cette tâche à effectuer. Est-ce que plus tard, nous garderons une présence humaine dans le travail ou nous nous verrons envahis par les robots qui seront présents dans chacune de nos actions?